Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée au championnat de France novice, donc le championnat de France des ceintures blanches qui a eu lieu ce week-end à Villebon-sur-Yvette, en région parisienne. Alors moi j'ai pu uniquement assister à la journée du samedi. Je suis venu pour l'ouverture avec l'un de mes élèves et j'ai coaché plusieurs de mes élèves tout au long de la journée. Donc sur la journée du samedi, c'était essentiellement les KT adultes blanches en kimono, enfin blanches. C'était que des ceintures blanches de toute façon, mais adultes en kimono et Master 1-2 en kimono également, si je dis pas de bêtises. Je crois que les Master 3-4 et plus, c'était la journée du dimanche et tout le Nogi aussi la journée du dimanche. Je fais peut-être quelques petites erreurs, mais grosso modo c'était ça. Donc, comme je disais, moi je suis arrivé à 8h30 le matin du samedi, car j'avais des élèves qui combattaient tôt ce jour-là. Je pense que je vais, grosso modo, ça va être un petit peu freestyle, mais diviser cette vidéo en trois grosses parties. La première sera consacrée à des observations générales que j'ai faites sur la compétition, des choses qui m'ont un petit peu frappé, qui ont retenu mon attention. Dans un deuxième temps, je pense que je vais essayer à partir de ces observations, tirer des conclusions qui permettraient en gros, définir le plan idéal à mettre en place pour performer au championnat de France en ceinture blanche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à la lumière des infos que j'ai recueillies, qu'est-ce qui vraiment est à prendre en compte dans la stratégie à mettre en place pour performer sur ce type de championnat. Et enfin, j'aimerais faire une petite partie sur le coaching, puisque bon, moi j'étais là en tant que coach sur la journée du samedi, et bon, ça fait quelques années maintenant que je fais ça, mais voilà, sur les spécificités par rapport au coaching des ceintures blanches, il y a encore des petites choses qui m'ont sauté aux yeux, et voilà, je voudrais en faire part également dans cette vidéo, parce que le coaching, c'est une part essentielle de la compétition. Je pense que ça peut vraiment influer sur la performance, et donc voilà, je tenais à vous partager ça aussi. Donc, en ce qui concerne les observations générales que j'ai faites, je pense que c'est important de replacer un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est que les championnats de France novices? Les championnats de France novices, donc championnat de France ceinture blanche, c'est donc malgré tout un sacré événement, un événement vraiment important qui met vraiment en condition pour les compétitions futures qu'auront à faire les athlètes lorsqu'ils passeront leur grade et qui monteront au niveau, parce que c'est déjà un énorme défi mental et physique. Dans les KT adultes, il y avait plusieurs KT qui dépassaient les 100 personnes. Donc ça veut dire 6, peut-être même 7 tours pour pas mal de combattants, pour remporter la compétition. Donc ça veut dire que déjà, il va falloir démontrer des qualités physiques et mentales au-dessus du lot. Donc c'est déjà réellement un test qui va permettre de révéler des potentiels. Je sais d'expérience que c'est pas parce qu'on va performer en ceinture blanche que on va avoir une vraie carrière par la suite, et à l'inverse, c'est pas parce que on se révèle pas en ceinture blanche que on peut pas se révéler par la suite. J'ai vu moi personnellement au long de mon parcours dans le sport, j'ai croisé tout un tas de profils, et voilà, effectivement, c'est pas corrélé, quoi. Les performances en ceinture blanche ne déterminent pas la suite des aventures pour un athlète. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut déjà déceler, comme je le disais, et donc notamment des qualités physiques et mentales. Parce que c'est vraiment ce qui va dominer, ce qui va être prédominant dans ce championnat, dans la mesure où techniquement, donc on a affaire normalement à une majorité d'athlètes qui ont moins de 2 ans de pratique. C'est à peu près ça, grosso modo, pour passer ceinture bleue en moyenne. Donc on sait que le bagage technique, il va être limité, même si on a des profils d'athlètes qui vont avoir des capacités à emmagasiner de la technique supérieures à d'autres, qui vont comprendre plus rapidement. Mais ça va aussi être conditionné par, j'y reviendrai, à mon avis, des prédispositions physiques, le fait d'avoir pratiqué d'autres sports et tout, c'est quelque chose qui peut vraiment influer là-dessus. Donc on va
pas trop avoir le temps d'emmagasiner énormément de techniques généralement ou d'aller vraiment en profondeur là-dessus. Donc c'est plutôt sur les facteurs physiques et mentaux qu'on va être réellement testé en ceinture blanche, même si la technique va avoir son importance, mais d'une certaine façon. Et ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie. Donc, un gros tour de force physique et mentale. Physique parce que il faut évidemment avoir des qualités athlétiques qui permettent de durer sur 6-7 combats, mais aussi des capacités de gestion de l'effort. Donc le fait d'avoir eu de l'expérience dans un autre sport, par exemple, ça peut déjà donner des outils très très utiles pour performer sur cette compétition. Le mental évidemment, ça va passer par la combativité lors des combats et tout, mais aussi sur sa capacité à se remobiliser régulièrement au cours de la compète, parce que je vais prendre l'exemple de Nassim qui a fait troisième au championnat de France, Nassim de la MK, qui est passé bleu sur le podium, hein, félicitations. D'ailleurs, il fait troisième suite à une demi-finale à l'arbitrage très contestable. Il aurait pu aussi bien aller au bout, en tout cas moi j'y crois. J'y crois très fort. Bref, c'est un autre sujet. Mais donc Nassim, que j'ai suivi tout au long de sa compétition, donc il a dû faire son premier combat aux alentours de 14h30. Il a fait son dernier combat aux alentours de 18 ou 19h, je pense. Donc imaginez l'attente. Imaginez le nombre d'heures passées dans le bullpen, avec des fois des combats qui se sont enchaînés très vite. Entre son premier et son deuxième combat, il a eu 5 minutes d'attente. Donc il fait son premier combat, il retourne dans le bullpen, 5 minutes après, il est appelé pour recombattre. Puis entre le deuxième et le troisième combat, je pense qu'il a attendu au moins 45 minutes avant de recombattre. Ensuite, quand il a terminé son tableau, il a atteint les quarts de finale. Il a fallu que tous les autres tableaux de sa catégorie se terminent. Entre-temps, évidemment, pour des raisons d'organisation, la Fédé a fait passer d'autres KT sur les tapis. Donc il a attendu vraiment, vraiment longtemps, je pense plus d'une heure, peut-être même pas loin de 2 heures, entre son quart, non, entre son huitième et son quart de finale. Bref, ça c'est des choses qui sont réellement challengeantes. Ça va demander des capacités de concentration et de remobilisation répétées tout au long de la journée, et c'est vraiment un facteur qui va conditionner la performance, quoi. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment très importantes si on veut espérer faire un podium au championnat de France novice. De manière plus générale, qu'est-ce que j'ai observé? Donc j'ai observé quelques techniques un petit peu avancées, mais assez peu finalement. Je pense que ça c'est déjà une réflexion que je m'étais faite moi-même quand j'étais ceinture blanche bleue, que en compétition, sous l'effet du stress, c'est souvent les choses simples et les choses qu'on a réellement automatisées qui ressortent, et bah, voilà, j'en ai eu la démonstration une fois de plus. J'ai vu quelques utilisations du lapel par exemple, j'ai vu un baby bolo qui est, bon, j'irai pas jusqu'à dire une technique avancée, mais que ça sortait déjà un petit peu du lot par rapport aux techniques qu'on voyait beaucoup, qui étaient essentiellement de la demi-garde. On a vu beaucoup de demi-garde, on a vu de la garde fermée, on a vu de la colle-manche pour ce qui est des gardes ouvertes, ou en tout cas des gardes ouvertes, voilà, assez simple dans ce style-là. J'ai pas vu, alors peut-être qu'il y en avait, hein, là c'est uniquement mon point de vue personnel, hein, c'est uniquement ce que moi j'ai pu observer. J'ai pas vu de grosses de la Riva, ou alors peut-être une ou deux, mais voilà, c'était assez rare. J'ai pas vu de grosses spider, j'ai pas vu de. Voilà, en tout cas, j'en ai vu très peu. Ce que j'ai vu sur les techniques un petit peu funky, comme j'ai vu un petit peu de l'appel, ça a pas, c'est pas allé très loin dans la compétition, pour la simple et bonne raison que il s'agit pas. Je pense que l'athlète en question que j'ai en tête, que je ne connais pas, hein, mais je l'ai simplement observé, avait un début de technique à partir du lapel. Il y avait peut-être une option ou deux, mais il n'avait pas réellement un système complet à partir du lapel, donc il n'a pas su vraiment exploiter son lapel. En gros, c'était un one-shot, quoi. Il avait certainement une technique ou deux en magasin. Si ça passait, tant mieux. Si ça passait pas, mais c'est lui qui se faisait passer la garde pour le coup. Et c'est ce qui s'est passé à deux reprises, et je crois qu'il a gagné un tour ou deux peut-être, mais il n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc voilà, tout ceci m'amène déjà à la deuxième partie de cette vidéo.
dans laquelle je voulais essayer de dresser en gros le portrait type de l'athlète qui va performer en ceinture blanche sur cette compétition qui est la plus grosse en France. Et la stratégie à mettre en place, en gros, si on veut espérer gagner les championnats de France novices. L'idée, c'est en gros, d'être efficace le plus rapidement possible. D'accord. Pour être efficace le plus rapidement possible, il y a un cheat code, déjà très simple, j'y reviens, le physique, les capacités athlétiques. Donc déjà, je pense que tous les athlètes qui avaient un solide passé sportif, une solide condition physique, étaient très largement avantagés sur les autres. C'est quelque chose qui est vrai à tous les niveaux, mais qu'il est a fortiori en ceinture blanche où la technique est moins importante. Donc, et d'ailleurs, c'est le socle de la pyramide de la performance. Il y a une pyramide de la performance qui est utilisée en coaching, dont la base est représentée par le physique. Au-dessus, c'est la technique, je crois, puis la technique, puis la tactique, physique, technique, tactique, et le sommet, c'est le mental. Voilà, pyramide de la performance. Donc c'était d'autant plus vrai là en ceinture blanche où le bagage technique est limité. Ceux qui avaient une grosse condition physique, tous ceux qui sont sur le podium, pour moi, avaient vraiment une très très bonne condition physique. C'était un critère essentiel. Le fait d'avoir de l'expérience dans d'autres sports, si possible des sports où il y a une pression qui est similaire, mais même j'ai pu connaître des gens qui ont fait du foot à assez haut niveau et tout, etc. Et j'ai pu noter que quand ils allaient à leur première compétition de JB, ils avaient quand même un certain avantage. Ils grillaient quelques étapes parce que ils avaient malgré tout une expérience qui était quand même un petit peu transférable de l'idée de performer sous pression. Donc c'est quand même malgré tout en partie transférable, même si ça fait pas tout et qu'il y a des spécificités au JJB, le fait d'avoir un affrontement physique, même si nous on n'a pas de coups, que ça reste assez soft, c'est quelque chose de particulier. Et par exemple, si on a déjà pratiqué d'autres arts martiaux en compétition, c'est clairement un avantage à ce niveau-là. Donc une très bonne condition physique, l'expérience d'un autre sport était clairement un avantage. Alors un tempérament plutôt apte à la gestion des émotions, comme je le disais, par rapport au défi mental que représente l'attente et la succession de combats sur plusieurs heures. Hein. C'est déjà un challenge en ce sens-là, pour moi. Dans ce domaine-là, on a presque des exigences déjà professionnelles, hein, même pour des athlètes ceinture blanche, je trouve, parce que c'est extrêmement challengeant, extrêmement difficile de gérer mentalement et émotionnellement une compétition comme ça de 6-7 combats qui s'étalent sur plusieurs heures. Donc ça, c'est si les personnes qui ont un tempérament assez posé, qui savent gérer leurs émotions et tout, avaient pour moi un sérieux avantage. La technique maintenant, on y vient, parce que donc évidemment la technique avait son importance, mais je pense qu'il y avait des choix techniques à faire si on voulait se donner un maximum de chances pour performer sur cette compétition. En gros, et c'est là, d'ailleurs c'est un sujet qui avait fait débat un petit peu dans le podcast que j'avais fait avec Rafik et Georges, il y a des gens qui se sont un petit peu affolés en commentaire, qui sont même venus me voir en physique pour me parler de ce débat qu'on avait eu, puisque Rafik et Georges avaient contesté, on va dire, l'existence des bases. Je comprends en partie là où ils voulaient en venir. Mais là, pour le coup, sur cette compétition, la définition des bases ressortait vraiment. Les bases, finalement, c'est des mouvements simples et efficaces. Voilà. C'est les mouvements simples et efficaces qu'on peut connecter entre eux et qui nous permettent de gagner un combat sans avoir des années de pratique. Donc, typiquement, de la garde fermée, de la demi-garde, des gardes ouvertes assez simples, col-manche, comme je le disais. Au-dessus des passages à distance, assez simples, Torando, peut-être X-Pass, des passages de demi-garde. J'ai vu énormément de mes élèves, mais aussi d'autres combattants, rester bloqués pendant des heures sur des demi-gardes simplement parce qu'ils n'ont pas les formes de corps
libérer le genou et capitaliser sur le passage quand ils sont pris dans une demi-garde. Ils sont vraiment coincés dans des positions comme ça qui ne devraient pas être de tels problèmes. Donc là, c'était vraiment un point technique qui était important pour moi. Passage de demi-garde, c'était vraiment un truc qui était un game changer, je pense, sur cette compétition. Les passages de demi-garde et la maîtrise. Alors, idéalement, des trois positions principales de contrôle, le dos, la montée et le 100 kg, mais au moins d'une des trois, avec cette notion sur laquelle je vais m'étendre un petit peu, la notion de cheminement. En fait, là, tout ce que j'ai cité, c'est idéalement déjà un socle de technique qu'il faudrait réussir à maîtriser en ceinture blanche. Donc, euh, une bonne compréhension des positions de contrôle, 100 kg dos monté, que ce soit au-dessus et en dessous, pour savoir défendre et pour savoir attaquer. Et donc, garde fermée, demi-garde et une garde ouverte simple pour ce qui est du dessous. Et donc pour les passages, j'ai cité Torando, X-Pass, le knee cut et un passage en pression, par exemple le stack. C'est des exemples, hein, et on pourrait faire autre chose et tout, mais gérer au moins un type de passage dans chaque distance de passage, les passages à distance, donc où on est loin de l'adversaire, les passages un peu à mi-distance du style knee cut et les passages en pression, over-under ou double-under, stack pass, ce genre de choses. Voilà, maîtriser au moins un passage dans chaque distance de passage. Voilà. Et le plus important finalement, ce qui va encore être au-dessus de tout ça, si on n'est pas en mesure de maîtriser tout ça, ce qui est tout à fait normal en moins de 2 ans de pratique, c'est d'avoir un cheminement cohérent et de connecter les techniques entre elles. C'est-à-dire, je pense que une bonne stratégie, par exemple, aurait été donc de savoir tirer une garde correctement, tirer une demi-garde par exemple correctement, avoir un petit système en demi-garde où on s'est renversé à gauche, renversé à droite et prendre le dos. Et en fait être capable de dérouler une arborescence comme ça. C'est-à-dire si je renverse à gauche, ben, je sais que derrière j'ai un over-under et que je vais passer la garde et quand je suis en 100 kg, ben, je sais faire la kimura, je sais très bien la faire. Ou je sais évoluer vers le dos et étrangler. Toujours depuis ma position de demi-garde, je sais prendre le dos et quand je prends le dos, je sais que voilà, je sais étrangler, j'ai un étranglement très fort, euh, etc. Voilà, avoir des techniques simples, efficaces et surtout être capable de bien les connecter entre elles et être capable de mettre en place un cheminement cohérent où à chaque fois qu'on va valider une étape dans l'avancement du combat, on a une option pour avancer idéalement vers la finalisation et au minimum vers la victoire en stabilisant les positions de contrôle et en gagnant au point. Hop, une petite gorgée de café. Donc voilà, c'était pour moi la stratégie gagnante. Si j'étais en gros une ceinture blanche aujourd'hui, à la lumière de l'expérience que j'ai, je me focaliserai sur une bonne préparation physique à l'approche des championnats de France. Alors, c'est souvent une question que des élèves me posent. Je fais 3 ou 4 séances de JB par semaine, est-ce que tu penses que je devrais faire du physique et tout? Je répète un peu bêtement, mais je suis d'accord avec ce conseil-là qui est donné par pas mal de coachs renommés en JB, je crois que Galvao dit ça, enfin, d'autres coachs du même acabit tiennent généralement ce genre de discours. Au début, en tant que ceinture blanche, surtout si on est jeune et qu'on n'a pas besoin forcément de faire de la prépa physique pour se préserver des blessures, je conseillerais toujours de privilégier une séance de JJB par rapport à une séance de prépa physique. En gros, si vous avez 4 ou 5 spots dans la semaine pour vous entraîner et que vous avez la possibilité de faire 4 ou 5 entraînements de JJB, pour votre progression, le mieux c'est de faire que du JJB. Maintenant, si en plus vous pouvez faire de la prépa physique sur des créneaux où de toute façon vous ne pouviez pas aller au JJB, allez-y, faites-le. Si vous avez envie de faire de la prépa physique parce que ça vous plaît et que voilà, enfin c'est pas interdit, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas optimal à mon avis pour la progression en JJB au début. En revanche, à l'approche d'une compétition comme les championnats de France, qui, comme je le disais, présente des exigences en termes de physique qui sont très 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 élevées, miser sur une bonne préparation physique, peut-être 2 mois ou 3 mois même à l'avance, c'est un pari à mon avis qui vaut le coup. Donc je pense toujours, si je me mets
dans la peau d'une ceinture blanche là, à l'approche des championnats de France, que j'aurais misé sur une bonne préparation physique quelques mois en amont. Je me serais concentré sur des systèmes simples, comme je disais, sur mes points forts. Si moi mon truc c'est la garde col-manche, je me serais consacré sur la garde col-manche, mais je veux absolument avoir une option à droite, une option à gauche, voilà, avoir un petit système, une petite arborescence comme ça, où je sais que à chaque fois, si j'arrive à placer une de mes attaques, je vais pouvoir avancer vers la soumission, avancer à minima vers la victoire. Donc voilà, cette notion de cheminement, de technique simple, facile à mettre en place, et surtout ces connexions entre les techniques. Et puis voilà, je crois que c'est essentiellement là-dessus que j'aurais misé, sur le plan technique et physique. Après le mental, bon, ça, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, mais les résumer là en quelques mots sur cette vidéo, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis même si j'ai moi des petits tips à titre personnel, je ne suis pas préparateur mental, donc je ne sais pas si je suis le plus avisé pour parler de ça. Mais bien sûr que la gestion des émotions et le mental sont une force, comme je l'ai déjà dit. Et puis voilà pour ce qui est en gros de la stratégie idéale pour moi qu'il aurait fallu mettre en place pour avoir le maximum de chances de remporter ces championnats. Pour le dernier volet de cette vidéo, comme je disais, je vais donc m'attarder un petit peu sur la notion de coaching. Alors, déjà, il faut savoir que il y a le coaching, c'est une relation entre l'athlète et l'entraîneur. Donc, il y a une synergie, c'est-à-dire il y a une compatibilité, grosso modo, et que va y avoir des athlètes qui vont être sensibles à une certaine forme de coaching et d'autres qui vont être sensibles à une autre forme de coaching. Il en va de même que pour la pédagogie, il y a des sensibilités. Donc, déjà, cette interaction, cette relation entraîneur-athlète est très très importante. Donc avoir une bonne relation entraîneur-athlète permet d'avoir un coaching de qualité qui va vraiment, à mon avis, impacter sur la performance. Connaître son athlète au maximum, évidemment, c'est une bonne chose. Moi, donc j'ai dû coacher près d'une dizaine d'élèves sur la journée. Il y en a beaucoup dont je ne connaissais pas le style. C'est comme ça, malheureusement. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Déjà, il y a des gars que je ne vois pas forcément souvent, puisqu'à la MK, on est plusieurs profs, donc c'est des gars qui ne viennent pas forcément toujours sur mes créneaux. En plus de ça, il y a tellement de monde que je ne peux pas, sur les cours collectifs, regarder tout le monde. Donc, je n'avais pas forcément connaissance de leur jeu, de leur qualité. Donc, je les découvrais pour certains un peu en même temps que je les coachais. Malgré ça, il y avait quand même, je pense, des choses à faire. Au niveau des consignes, je pense qu'il est très important, c'est valable à plus haut niveau, encore une fois, mais a fortiori lorsqu'on coach des ceintures blanches, je pense que les consignes qu'on donne lors du combat doivent être très simples. Les consignes techniques, en tout cas, les consignes techniques très simples, essayer de faire au maximum l'économie de tout le jargon technique, overhook, underhook, voilà, les trucs un petit peu qui seraient susceptibles de ne pas connaître, et de donner des indications simples, contrôle le bras à gauche, avale la jambe, libère ton genou, voilà, des choses vraiment faciles à comprendre, faciles à mettre en place dans ce contexte-là, où comme je dis, on ne connaît pas forcément bien son athlète, parce que voilà, si on connaît son athlète, qu'on a des codes entre guillemets entre nous et tout, on peut évidemment se permettre de les mettre en place, mais quand on coach voilà, un athlète qu'on connaît peu sur le plan sportif, voilà, il faut des instructions un peu génériques qui vont avoir un impact immédiat. Donc il y a ça, il y a évidemment une notion un petit peu de coaching mental et d'attitude. Je pense que c'est très important d'imposer son rythme dès le début. Et donc des consignes comme, je me rappelle avoir dit plusieurs fois, enfin, je crois que même pour chacun de ces combats, j'ai dit à Nassim, toi en premier, poser les mains en premier, prendre l'initiative du combat, ça permet de lancer une dynamique dans laquelle l'athlète coaché va être en avance sur l'adversaire, qui va lui être obligé un petit peu de cravacher, se sentir un petit peu en retard, ne serait-ce que pour revenir dans le jeu. Donc imposer son game tout de suite, il y a une dimension un peu psychologique aussi à ça, hein, quand l'autre attaque en premier, ben, voilà, c'est un petit peu perturbant pour l'adversaire. Donc c'est des petits tips, des petites consignes comme ça qui peuvent vraiment faire la différence, je pense.
Comme toute chose, il y a une notion de dosage. Je pense qu'il y a un temps pour donner des instructions, il y a un temps pour laisser travailler aussi. Il ne faut pas être trop présent, faut pas trop saturer d'informations l'athlète. Voilà, quand il y a de vraies observations, quand il y a des erreurs. Des erreurs évidentes de la part de l'adversaire, lui donner les lui faire remarquer, lui donner les indications au bon moment, mais voilà, il ne faut pas, à mon avis, être effrayé si on ne donne pas d'indication pendant 20-30 secondes parce qu'il ne se passe pas grand chose. Voilà, attendre le bon moment et laisser aussi l'athlète s'exprimer, se servir un petit peu de ce qu'il fait déjà pour euh, lui donner des indications qui sont pertinentes parce que des fois, en tant que ceinture noire, on va voir une action à faire, mais on ne sait pas si l'athlète la maîtrise réellement, ou on sait peut-être d'ailleurs qu'il ne la maîtrise pas, et même si c'est pour nous la chose à faire, ce serait une erreur de lui donner cette indication-là, si ça l'envoie dans une situation qu'il ne maîtrise pas et où il risque de se faire contrer, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont à prendre en compte. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que le coaching des ceintures blanches est quelque chose de très très intéressant. Et c'est quelque chose qui va demander voilà, beaucoup de finesse, beaucoup de minutie, je pense, pour avoir un coaching vraiment optimal qui va accompagner la performance. Voilà, je pense que c'est quand même, voilà, ça va reposer sur les choses dont j'ai parlé. Il va falloir beaucoup de patience aussi pour obtenir obtenir des résultats. Je parle durant le combat par rapport à un athlète voilà, avec déjà un panel technique beaucoup plus évolué ou presque on pourrait comparer ça à un athlète téléguidé quoi, où en gros j'ai juste à lui donner une indication, je vais lui dire tel mot, il sait où aller, tout, etc. Ça va sembler plus automatique. Une ceinture blanche, voilà, ça va demander plus de patience et plus de précautions. Il va falloir bien choisir ses mots, des mots simples et des indications simples qu'il va pouvoir voilà, mettre en place facilement malgré le stress. Il va falloir aussi beaucoup le mettre en confiance, hein, ça fait partie de la dimension un petit peu psychologique du coaching. Et donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce petit retour sur les championnats de France novices. Félicitations à tous les athlètes de la MK qui ont pris part. On a eu 3 médailles, si je ne dis pas de bêtises. Alors pour le nogi, je ne sais pas du tout. Je crois qu'en kimono, donc on a eu Nassim. Hein, félicitations pour sa troisième place et sa ceinture bleue amplement méritée qu'il a reçue sur le podium. En plus de ça, bon, il a été, à mon avis, victime d'une erreur d'arbitrage en demi-finale. Hein, et bon, je pense qu'il avait largement la possibilité d'aller au bout. Bon, tant pis, il vient de passer ceinture bleue, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à lui. Et je lui souhaite de tout cœur de performer dans cette nouvelle ceinture. On a eu Cécile qui a fait deuxième, bravo Cécile. Et on a eu Richard, qui, j'étais pas là, c'était dimanche, qui a gagné sa KT en Master 3-4, si je dis pas de bêtises. Félicitations Richard, bravo à toi. Je pense oublier personne pour ce qui est du kimono, je suis pas trop au courant des résultats en nogi. Mais félicitations de toute façon à tout le monde d'avoir participé. C'est déjà, bon, ça sonne, c'est un peu impensif, hein, ça sonne un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, hein, surtout à ce niveau-là en ceinture blanche. Et bon, après, c'est vrai que quand on a un peu d'expérience, ça demande moins d'efforts, mais en ceinture blanche, se lancer dans une nouvelle discipline, se jeter à l'eau et prendre part à sa première compétition ou à sa première grosse compétition, c'est un vrai challenge. Il faut respecter ça, donc bravo à tous, hein, vous êtes tous des héros à votre niveau. Voilà, c'est déjà une belle réussite en soi que d'avoir osé se tester comme ça sur une grosse compétition et se mettre en danger. Donc félicitations à vous tous, vous en ressortirez tous grandis. Pour ceux que je vois à la MK, je vous dis à très bientôt et pour les autres, à très bientôt aussi pour une nouvelle vidéo. Os!